Salut à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. Alors après Live N2 le vendredi avec Denis Balbir, c'est votre deuxième rendez-vous de la semaine. Replay N2 pour voir le top but et le top arrêt de la 24e journée. On passera également un coup de fil à un acteur du championnat de foot de National 2 et vous verrez dans quelques instants de qui il s'agit. Et on terminera par un point sur les 4 groupes de N2 et vous verrez qu'il s'en est passé des choses durant cette 24e journée avec des leaders en difficulté. Mais tout de suite, pour se faire un petit plaisir pour bien démarrer, c'est tout de suite le top but de la 24e journée. Des jolis buts entre Louhans et Jura Sud, également entre Auxerre et Lens, mais aussi Andrézieux du côté de Trélissac. Bref, on commence comme d'habitude cette émission par de jolis buts, des jolis buts que vous allez pouvoir solliciter et voter. Bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez voter pour le plus beau but de la 24e journée sur les réseaux sociaux de Foot National. Et pour cela, donc rendez-vous, je l'ai dit, sur les réseaux sociaux. Et c'est Denis Balbir vendredi dans Live N2 qui vous dévoilera qui, selon vous, est le plus beau but de cette 24e journée. Mais avant également de mettre tout à l'heure les gardiens à l'honneur avec le top arrêt, on reçoit notre invité du jour, c'est Loïc Lambert, l'entraîneur du Blois Foot 41. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors Loïc, je devrais plutôt dire futur ex-coach du Blois Foot 41, car vous avez annoncé la semaine dernière donc la fin de votre aventure avec le Blois Foot 41 pour la fin de saison. Alors quelles sont un petit peu, pour commencer, les raisons de cette fin d'aventure avec le Blois Foot? À vrai dire, j'en vois une qui me paraît importante, c'est celle d'être resté 5 ans dans le même club. Et je trouve que 5 ans, c'est beaucoup pour un entraîneur. J'ai senti que je m'essoufflais un peu et que le club s'essoufflait également. Après, on a eu l'occasion de le faire. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président parce que au niveau sportif, on pouvait le faire. Et c'est aussi bien pour moi que pour le club. C'est important de faire savoir que je suis sur le marché et en même temps, ça permet au club de bien préparer la saison prochaine. Alors depuis quand, Loïc, exactement, vous avez commencé cette réflexion sur un départ en fin de saison? Ça fait quelques mois maintenant. Je m'étais réengagé pour 2 ans avec un nouveau projet qui me paraissait important. Et puis avec le Covid, malheureusement, le club a décidé de faire machine arrière et de recommencer un nouveau projet pour lequel je n'étais pas forcément préparé et d'accord, à savoir très peu de recrutement et puis valoriser les jeunes de la formation du club. C'est pas ce pourquoi je m'étais réengagé pendant 2 ans. Donc ma réflexion a mûri tout au long de l'année. Il se trouve que malgré cela, on a eu des très bons résultats. La saison s'est plutôt bien passée, même si elle n'est pas terminée. Et même si je n'oublie pas que l'on reste sur 3 défaites consécutives, ce qui ne m'était jamais arrivé. On va essayer de bien finir la saison. Et effectivement, pour revenir à ma réflexion, elle est engagée depuis quelques mois maintenant. Alors dans les raisons qui font que vous avez engagé aussi cette réflexion, il y a cette envie aussi personnelle d'aller voir ailleurs, surtout d'aller voir au-dessus dans des catégories et dans des niveaux supérieurs? Oui, alors comme l'a dit le président, effectivement c'est une réelle chance de pouvoir se préparer d'avoir du temps pour préparer la saison future, la mienne et celle du club. Et en préambule, je ne remercierai jamais assez le club déjà de m'avoir fait confiance il y a 5 ans. Ça, c'est la première chose. Et surtout, je n'oublie pas non plus qu'ils ont favorisé l'obtention de mon diplôme en participant au financement, pour lequel je ne le remercierai jamais assez également. Donc, effectivement, d'avoir le BEPF, et j'ai eu l'occasion de le dire à Denis Balbir la dernière fois, ça me permet d'éventuellement accéder à un niveau supérieur, ce qui est mon ambition. On va tenter notre chance, Loïc, mais est-ce qu'il y a déjà des contacts avec certains clubs au-delà du Blois Foot 41 donc? Non,
Pour l'instant, non. Donc je suis ouvert à toute proposition. Je ne me ferme à rien, à aucun projet. Je vais attendre sereinement et puis d'avoir quelques contacts et puis surtout bien choisir ma future destination avec ce qui me semble important, un projet cohérent au niveau sportif, au niveau financier bien sûr, et puis la dernière chose au niveau humain, la relation avec le président, celle que j'ai eue pendant 5 ans avec mon président de Blois, elle était exceptionnelle. Et je ne conçois pas un nouveau projet sans un binôme président-entraîneur au niveau. Ça veut dire qu'on pourrait vous revoir potentiellement l'année prochaine en National 2 quand même? Je ne ferme aucune porte. Si c'est un projet de National 2, ça sera un projet de National 2. J'ai l'ambition, évidemment, avec l'obtention du diplôme, d'aller au-dessus. Mais je ne me ferme à rien parce que dans le foot, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont dans le même cas que moi ou qui se retrouvent dans le même cas que moi dans quelques mois. Et faut pas être plus royaliste que le roi. Je suis ambitieux. J'ai envie de valoriser mon diplôme, de montrer ce que je vaux à un niveau peut-être supérieur. Maintenant, la N2, c'est un très bon niveau, c'est un très bon championnat. Je sais que c'est dur pour beaucoup d'équipes pour gagner des matchs. On l'a vérifié cette année. Encore une fois, je me ferme à aucun projet. Bon, en tout cas, on continuera de suivre vos aventures, hein, Loïc, là où vous alliez. Deux dernières questions encore. Cette décision donc de vouloir quitter le Blois Foot 41, est-ce qu'elle a eu quand même un petit impact sur la fin de saison qui arrive donc pour le Blois Foot 41? Je ne pense pas. Je me connais et je connais surtout mes joueurs. Je pense qu'ils sont plutôt dans la logique de bien terminer, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque encore une fois, on reste sur 3 défaites. Mais jusqu'à preuve du contraire, et comme l'a dit le président devant les joueurs, c'est une décision commune. Il y aura un nouvel entraîneur l'année prochaine, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis encore entraîneur jusqu'à la fin juin. Donc il est hors de question de galvauder notre fin de saison. Ouais, Blois battu du côté de Châteaubriand, hein, ce week-end dans le cadre de la 24e journée. Dernière question donc Loïc, c'est l'heure de faire quand même un petit bilan de ces 5 années passées à la tête du Blois Foot 41. Vous vous êtes engagé en 2017, il y a eu une montée en N2, des maintiens et puis cette année donc une équipe capable de jouer le haut de tableau, en tout cas la lutte pour le podium. Qu'est-ce que vous retenez principalement de ces 5 années passées à Blois? Alors que du positif, d'abord et avant tout. Évidemment, il y a du négatif dans mon passage, mais que du positif en ce qui me concerne. Je suis arrivé à Blois, je ne connaissais personne à part Maurice Bouquet parce que c'est lui qui m'a fait venir à Blois. On m'a demandé de faire grimper cette équipe-là d'un niveau, ce qui a été fait dès la première année. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai quelques regrets malgré tout sur notre première saison en N2. Parce que je disposais vraiment d'une belle équipe. On avait allié les résultats avec la manière. Et je pense que cette année-là, on aurait peut-être pu obtenir autre chose que notre 4e place ou 5e place de mémoire, parce qu'on est resté longtemps en tête. La deuxième année, évidemment, j'ai perdu énormément de joueurs, comme tous les ans d'ailleurs. Et la deuxième année, malheureusement, elle s'est arrêtée au mois de mars pour raison de Covid, alors qu'on était deuxième. Même si sur cette année-là méritait sa montée. Et puis après, on va pas juger la 3e saison parce que la 3e saison en N2 parce qu'il y a eu le Covid très rapidement. Voilà. Donc comme tous les ans, encore une fois, on a été obligé de reconstruire cette année. J'ai perdu beaucoup de joueurs, j'en ai récupéré très peu. Donc ça prend de l'énergie. Il faut pas se tromper sur le recrutement. Malgré tout, la saison se passe vraiment bien en termes de résultats et puis en termes de qualité de jeu, je pense. En tout cas, c'est un beau chapitre qui va se terminer du côté du Blois Foot 41. Merci Loïc d'avoir été parmi nous. Merci à vous. On continuera de suivre vos aventures où que vous alliez. Et puis quand même, on vous souhaite une bonne fin de saison avec le Blois Foot 41. Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Allez, nous on continue et avant de passer à notre tableau d'affichage pour faire un point sur tout ce qui s'est passé ce week-end, on se fait un autre petit plaisir, c'est le top arrêt de la 24e journée.
les arrêts décisifs qui ont fait les affaires des uns et les malheurs des autres. On va voir tout ça dans le tableau d'affichage avec classement, résultats et images fortes du week-end. Et vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette 24e journée, avec notamment des leaders en difficulté et des équipes qui se rebellent un peu vers le bas du classement. Dans la poule A, on a jeté un œil donc sur le match entre Rouen et Versailles. C'était vendredi soir et ça n'a pas du tout été simple pour le leader du côté de Rouen. Et le stade Robert de Diochon qui a pu s'enflammer rapidement avec l'ouverture du score dès la première minute de jeu d'Adil Itous qui a poussé ce ballon et ce beau service au fond des filets. Donc 1-0 très rapidement pour les Normands, mais le leader s'est accroché pour revenir à égalité. Ce ballon fuyant au second poteau et puis après un cafouillage dans la surface, donc ce pénalty obtenu par les Franciliens. On va voir qu'il est transformé par le gaucher Yohan Brun, le contre-pied. Ça a fait donc un but partout entre Versailles et Rouen. Versailles qui enchaîne un deuxième match nul. Un but partout donc contre Rouen, et c'était un match nul 0-0 contre Romorantin il y a 2 semaines. Rouen qui continue de performer avec une belle petite série. On regarde quand même les autres résultats. L'un des chocs du week-end, tout groupe confondu, c'était le match entre Chartres et Lorient. Le Dauphin face au 3e, et bien démonstration des Lorientais, 5-2 face aux hommes de Jean-Pierre Papin, avec notamment un quadruplé de Pablo Pagis, le Lorientais. Donc Lorient qui conforte donc sa 2e place devant Chartres. On verra les conséquences dans un instant au classement. On notera également la victoire de Romorantin contre Saint-Malo, celle de Vitré contre Caen et le match nul animé entre Plabennec et Granville. Ça, c'était notamment pour le bas de tableau. Justement, on va commencer peut-être par le bas de tableau avec au classement donc Plabennec qui manque de revenir à hauteur de Granville, Vitré qui quitte la dernière place, et enfin donc Saint-Malo, Granville voire Guingamp qui reste sous pression. De l'autre côté du classement, tout en haut, Versailles qui reste leader malgré ses 2 matchs nuls consécutifs, mais qui voit Lorient revenir à seulement 2 longueurs. Le Versailles qui garde la main bien évidemment pour la montée, moins sur le titre. On notera également donc ces 7 points d'avance sur Chartres, 3e, tandis que Vannes, Blois et Saint-Privé sont toujours dans la course pour la 3e place. Allez, on file dans la poule B, où le match du week-end concernait le derby de francilien entre Bobigny et le Paris 13 Atlético, le leader de cette poule B. On va voir toutes les images fortes avec le grand format concocté par Youssef Ekaïr. Bonjour à toutes et à tous pour le choc de cette 24e journée de National 2 du groupe B entre le FC 93 et le Paris 13 Atlético, leader qui est sur une série de 7 victoires, 3 défaites et 1 nul à l'extérieur. Et c'est une série à peu près similaire aussi pour le FC 93 à domicile, avec 7 victoires, 3 nuls et 3 défaites cette saison. Ces 2 équipes qui se connaissent très bien, avec un duel au sommet pour ce derby francilien. Coup franc côté gauche qui va être tiré par Farid Beziwen. Pour l'UFC 93, le ballon est flottant. Premier avertissement pour la défense du Paris 13 Atlético. Cette équipe du FC 93 qui va tout faire pour remporter cette rencontre. Première offensive là pour le Paris 13 Atlético avec un coup franc côté gauche. La même situation qu'en début de match pour l'UFC 93 avec Thiago Castro qui va le tirer. C'est dévié par Diarra, le gardien qui se rate. Et encore un avertissement, le premier avertissement pour l'UFC 93 en ce début de match. Allez, l'Atlético qui repart à l'attaque avec Cherny, le crochet devant Beziwen, il la donne pour Kemo Cissé. Kemo Cissé qui accélère. Il va se retrouver dans la surface de réparation, la frappe, la parade de Golitin. Et encore une occasion pour le Paris 13 Atlético. On se rend coup pour coup dans ce début de match. Farid Beziwen encore une fois sur coup franc. Le FC 93 qui va tenter de trouver la faille sur coup de pied arrêté. Beziwen, c'est Adaï qui saute plus haut que tout le monde et c'est au-dessus. Keita qui va jouer cette touche en direction de Sissako. Le duel Sissako-Diarra, qu'est-ce qui se passe? Baïch qui va mettre la pression tout de suite. Sissako, on une touche de balle pour Adaï. Adaï qui se retrouve face au gardien. L'ouverture du score pour le FC 93. 1-0 et c'est signé Emmanuel Adaï. Dans ce début de match complètement fou, le FC 93 qui crée la surprise avec cette ouverture du score et cette incompréhension totale de la part de la défense du Paris 13 Atlético. Faut être très vigilant avec cette perte de balle immédiate et les défenseurs du Paris 13 Atlético qui ont laissé faire tout simplement. Et Emmanuel Adaï qui feinte son vis-à-vis comme on peut le voir sur les images. Frappe pied gauche, Sanou ne peut rien faire.
Adaï qui permet au FC 93 de mener 1-0. Cette ouverture du score du FC 93 qui devrait un petit peu débrider la partie. C'est Bouvier qui récupère, qui la donne à Hachem. Hachem, le dribble sur Simao, il accélère. On joue les toutes dernières minutes de cette première période. Hachem qui se retrouve dans la surface de réparation. Le contre favorable, la frappe et c'est le deuxième but. Signé Hachem. 2-0 pour le FC 93. C'est le break pour les joueurs de Bobigny. Et bien sûr la joie, on explose de joie du côté du FC 93. 2-0 avant la fin de la première mi-temps. Face au leader, une merveille de but de la part d'Abdeljalil Hachem, le jeune joueur de 21 ans. Il a quasiment marqué ce but tout seul, en dribblant et en accélérant sur 40 mètres pratiquement. Il a aussi un peu de réussite avec ce contre favorable dans la surface. Et cette frappe, presque enroulée. Sanou ne peut rien faire encore une fois. FC 93 2, Paris 13 Atlético 0. Le débordement de Kémo Cissé sur le côté gauche qui la donne pour Moustapha Cissé. La petite passe pour Castro. Et c'est Marvin Golitin qui capte ce ballon tranquillement. Kémo Cissé encore virevoltant sur son côté gauche. Le 1-2 avec Cherny. Le contrôle orienté. La frappe juste au-dessus de la barre de Marvin Golitin. Ça aurait pu relancer ce match extrêmement rapidement en ce début de deuxième mi-temps. Dégagement de Marvin Golitin. Duel de la tête sûrement entre Baïch, gagné par Baïch sur Nzeza. C'est l'accélération de Sissako. Sissako qui se retrouve face à deux défenseurs. Il la donne pour Emmanuel Adaï. Et Adaï la frappe. C'est capté par le gardien. Repoussé plutôt. Une frappe très puissante. Ça aurait pu être la frappe du 3-0 pour le FC 93. Baïch toujours. Encore lui qui la donne pour Beziwen. Beziwen la frappe à l'entrée de la surface. C'est capté par Sanou. Encore une fois. Accélération de Sissako sur le côté droit qui va la donner pour Keita. Keita qui la donne pour Emmanuel Adaï. Adaï le 3 contre 3. La frappe qui n'est pas assez dangereuse. Encore une parade de Sanou. Mais que d'occasion de la part du FC 93. Le FC 93 toujours à l'attaque avec Adaï sur le côté droit qui la donne à Beziwen. Beziwen qui va regarder sur sa gauche. La donner à Hachem. Hachem le face à face avec Diarra. Le tacle dans la surface de réparation. Et c'est le penalty sifflé par l'arbitre central. S'il est transformé, ce sera une véritable leçon de football. Dans cette 24e journée de National 2, le leader sur le point d'être mené 3-0. En tribune, on chante déjà. Allez, c'est le penalty pour le FC 93 avec un duel Sanou Beziwen. Beziwen qui choisit la Panenka, c'est magnifique. 3-0 pour le FC 93. 24e journée de National 2, le leader qui s'écroule totalement face au FC 93, le 3e du classement, avec cette belle Panenka signée Farid Beziwen, le vétéran du FC 93, et Bobigny qui mène désormais 3-0 après ce penalty transformé par Farid Beziwen. Et le FC 93 toujours à l'attaque pour ce 4-0. Ça, c'est l'occasion du 4-0 avec Emmanuel Adaï. Le dribble. Qu'est-ce qu'il va faire? Il frappe au-dessus. Il aurait pu trouver ses partenaires. Ça aurait pu être le but du 4-0. Que d'occasions aujourd'hui dans ce choc. Joël Saki qui la donne pour Kémo Cissé sur le côté gauche. Kémo Cissé, il accélère. Il la donne pour Cherny. Cherny, ça va être le centre. La frappe de Cissé qui dévie sur le poteau et c'est récupéré par Smith Bessomen. Et réduction du score de l'ancien joueur du FC 93, Smith Bessomen. 3-1. Il vient récupérer ce ballon et marquer contre son ancien club. Ça ne suffira certainement pas pour égaliser avec ce but dans les derniers instants du match. 3-1 pour le FC 93. Les passements de jambes de Moustapha Cissé côté droit pour Smith Bessomen qui conserve ce ballon. On joue les dernières minutes, les dernières secondes de la rencontre. Bouvier qui la donne pour Beziwen et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Une victoire 3-1 pour le FC 93 dans un match très plaisant, très ouvert entre les deux équipes. Une victoire méritée pour le club de Bobigny au stade Auguste Delaune, une victoire 3-1 face au leader Paris 13 Atlético. Une fin de saison pleine de péripéties pour le Paris 13 Atlético qui aura l'occasion d'affronter Fleury dans quelques semaines pour une finale de championnat. Le FC 93 avec ce résultat qui conforte sa 3e place. Très beau match ici à Auguste Delaune.
Vous l'avez vu, donc deuxième défaite consécutive pour le Paris 13 Atlético sur la pelouse de Bobigny. C'est Fleury qui en profite, on verra les conséquences dans un instant au classement. Victoire de Fleury 2-1 contre Reims. On regarde également des résultats importants dans le bas de tableau avec Beauvais qui s'est imposé du côté de l'entente Sannois-Sagrassien 1-0. La victoire de Belfort surtout du côté de Metz et celle de d'Auxerre 1-0 toujours sur le même score donc du côté de Lens. Conséquence au classement, on regarde déjà vers le haut, le Atlético qui reste leader, mais qui est désormais avec 3 longueurs d'avance seulement sur Fleury, avant un choc qui se profile entre les deux formations fin avril, qui coûtera cher dans cette course à la montée. La lutte acharnée également pour la 3e place avec Bobigny, qui a réalisé la belle performance du week-end. Les Lusitanos également, Beauvais et Épinal sont concernés par cette lutte pour le podium. Et en bas, on regarde également où l'entente Sannois Saint-Gratien a perdu gros après sa défaite contre Beauvais. 6 points de retard sur Metz. En grand danger également les Grenats, Lens et Shilty Games sont également toujours dans la zone rouge. On file dans la poule C où la belle opération du week-end, elle est pour le FC Martigues qui a profité de la défaite du leader. Le Gol FC face à Lyon la Duchère, mais Martigues donc qui s'accroche et qui croit encore à la montée. Et ça n'a pas du tout été simple pourtant pour le Dauphin, vainqueur 1-0 de Saint-Priest dans les tout derniers instants. Un but, vous le voyez après ce cafouillage dans la surface, Mambalatiné. À la 80e minute, donc ce but libérateur pour les joueurs de Martigues qui sont deuxième et qui s'accrochent, on le verra au classement dans quelques instants, mais en tout cas belle opération de Martigues qui a profité, je l'ai dit, vous le voyez le tableau des résultats, la défaite 1-0 du leader le Gol FC face à Lyon la Duchère, Grasse qui bat l'Olympique de Marseille 3-1, la défaite de Monaco encore face à Fréjus 1-0, on notera également la belle victoire, l'importante victoire même de Rumi contre Toulon 1-0 et la démonstration de Louan Cuiseau 6-1 face à Jura Sud. Ça le week-end pour Jura Sud, mais on voit au classement donc le Gol FC toujours leader mais qui compte désormais plus que 3 points d'avance seulement sur le FC Martigues. On notera le choc dans 2 semaines entre les deux formations qui coûtera très très cher dans la course à la montée. Grasse qui reste 3e. De l'autre côté du classement, c'est l'Olympique de Marseille qui s'enfonce encore un peu plus et qui se dirige tout droit vers le National 3. Monaco, Rumi et Saint-Priest, eux, sont sur la même longueur d'onde avec 25 points chacun. Et enfin, c'est Lyon-la-Duchère qui a réalisé la belle opération du bas de tableau en sortant de la zone rouge, mais qui reste tout de même en danger avec notamment le Sporting Club de Toulon. Allez, on termine également par la poule D, même topo que pour les autres poules où le leader Bergerac s'est fait secouer du côté du Puy. On voit tout de suite les images avec l'unique but de la rencontre inscrit à la 93e minute de jeu. On jouait le temps additionnel donc et ce but qui va venir pour le Puy de Ndao. Vous voyez cette frappe croisée qui va finalement profiter aux joueurs du Puy. Ndao qui inscrit ce but et la joie derrière, vous le voyez, le Puy qui fait tomber Bergerac, une première défaite depuis le 4 septembre pour les Bergeracois, toutes compétitions confondues, et le Puy qui a un match de moins, on le verra au classement, qui relance la course au maintien. Résultat donc, les autres résultats de cette poule D, la victoire d'Andrézieux du côté de Trélissac 1-0, la défaite d'Angoulême qui était dauphin jusqu'à maintenant face à Colomiers 2-0. On regarde également en bas de tableau la victoire des Herbiers du côté de Mont-de-Marsan, la Lanterne Rouge et Béziers et Montpellier dans le derby de l'Hérault qui se quitte sur un score nul de partout. Et le classement, évidemment, là aussi, suspense relancé. Andrézieux revient à 3 longueurs de Bergerac et Angoulême, vous le voyez, qui a été battu mais qui est toujours présent, 4 points derrière le leader. Le Puy 4e qui n'a pas renoncé, on avait vu ça avec Olivier Mianet le week-end, la semaine dernière dans Replay N2 déjà, le directeur général, le manager général même du Puy qui nous avait dit que le Puy, les Poneaux n'avaient pas renoncé à la montée. Bourges et Canet qui ne sont pas loin de la 3e place et en bas donc c'est fini pour le Stade Montois, 21 points de retard sur le premier non relégable à 6 journées de la fin. C'est désormais fini, le Stade Montois qui évoluera en National 3 la saison prochaine, également Colomiers qui s'accroche, tandis que Montpellier n'est pas si loin que ça. Chamalières et Trélissac, eux, sont encore sous pression.
Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce passionnant week-end en National 2. On a déjà hâte d'être à la 25e journée pour ce week-end. On arrive bien évidemment, vous l'avez compris, dans la dernière ligne droite du championnat avec encore 6 journées à disputer, 6 journées à retrouver encore en intégralité donc sur footsport.com. En attendant, vous retrouvez votre deuxième rendez-vous de la semaine, Live N2 avec Denis Balbir, vendredi à 18h. Nous, on se retrouve mardi prochain à la même heure et même topo. Salut à tous!